des expériences ou des nouvelles expériences d'achat. C'est une thématique qui est très intéressante pour moi à traiter en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est sur le devant de la scène, parce qu'on nous parle beaucoup de magasins connectés, parce qu'on nous parle beaucoup de le retour sur le devant de la scène des magasins et ainsi de suite. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une vision qui est à la fois réaliste et pragmatique sur le sujet pour que vous ayez tous en main en fait les clés de compréhension sur ce domaine-là. Donc en introduction, j'ai une petite parabole qui est intéressante autour de la pomme. Il n'aura suffi qu'une seule pomme en fait à Isaac Newton qui s'est pris une pomme sur la tête, j'imagine que vous connaissez la légende, pour accoucher de la théorie de la gravité. Il a suffi qu'une pomme lui tombe sur la tête pour que l'idée lui vienne et qu'il la reformule derrière. Avec le retail, c'est un peu la même chose. Il a fallu d'une pomme, d'Apple, pour que spontanément on se dise « Ah mais alors, mais si on a des beaux magasins, bien placés, avec des vendeurs compétents, mais alors on peut dégager des marges importantes, c'est possible, c'est vraiment possible ?» Bien sûr que c'est possible, bien sûr. On n'a pas attendu Apple pour le faire, ils le font extrêmement bien, nous sommes tous d'accord. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans un Apple Store, c'est une très belle expérience, maintenant il y en a d'autres. Apple n'a pas le monopole du magasin qui fonctionne bien et qui a la capacité à éblouir ses clients. Donc, suite à cette incroyable retour sur le devant de la scène des magasins, parce que jusqu'à présent, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant qu'on parle de commerce en ligne, 20 ans si on tient en compte de l'ancienneté du Minitel. Jusqu'à présent, on était plus sur une trend où on envisageait une disparition complète des magasins. Aujourd'hui, on arrive à avoir un avis un petit peu plus raisonné autour de tout ça. On arrive même à avoir, on va dire, des concepts beaucoup plus élaborés et même des authentiques mythes urbains. Qui a déjà entendu parler de cette expérimentation en Corée du Sud, faite par Tesco? Vous savez, avec ces magasins dans le métro. Voilà, j'en vois qu'il y en a un ou d'autres. Bref. L'an dernier, Tesco a mené une expérimentation où, sur les quais du métro, ils ont affiché les photos des produits. Et avec une application sur son téléphone portable, on pouvait faire ses courses, en fait, en attendant le métro. Voilà. Donc, spontanément, on s'est mis à dire, mais bien sûr, mais ça c'est l'avenir. C'est l'avenir de la grande distribution, puisque les Coréens ont des hypermarchés dans les métros, on va tous faire ça. Alors, calmons-nous, essayons de garder les pieds sur terre. Ça, c'est une expérimentation qui a duré un week-end à Séoul. Depuis, ils sont revenus à des hypermarchés traditionnels et tout est rentré dans l'ordre. Je m'adresse aux personnes qui sont au fond de la salle. Je vous inviterai à venir vous approcher parce que vraiment, j'ai des super exemples à vous montrer. En plus, vous avez des sièges libres ici. Si vous êtes tout au fond, vous allez rater le spectacle. Donc oui, nous avons l'exemple des Tesco en Corée du Sud, mais bon, ça a duré un week-end et puis après ils ont démonté l'opération. Par contre, il n'y a pas besoin d'aller en Corée du Sud pour avoir des exemples tout à fait intéressants. On a notamment Milonga, qui est une chaîne de distribution d'articles de musique, qui a informatisé ses points de vente avec des bornes tactiles, et ça ils le font depuis 2 ans. Ils le font extrêmement bien et ça fonctionne parfaitement. Pas la peine d'aller en Corée du Sud et d'essayer de chercher des concepts à l'autre bout du monde. Il suffit tout simplement d'aller dans une boutique à Milonga et vous verrez comment on peut intégrer des bornes tactiles dans le dialogue de vente. Et encore une fois, ça fonctionne très très bien. Si vous avez la curiosité, je vous engage à aller dans ces magasins-là pour voir comment ça fonctionne et pour voir quel type d'interaction on peut avoir avec ces bornes-là. Donc ça, c'était pour le côté, on va dire, essayer de torpiller les mythes autour de les Coréens du Sud sont les inventeurs du retail 2.0 et ainsi de suite. Bon, non, on se calme. Si vous voulez voir des vrais innovateurs, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Il suffit de rester en France et d'aller voir ce qui se passe, notamment chez Milonga. Nous sommes bientôt en 2014. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le retail? Moi, je pars du principe que avoir une activité commerciale, c'est orchestrer la rencontre entre un client et un produit, ou un service si vous êtes dans d'autres secteurs d'activité. Entre le client et l'offre, il y a des interfaces. Ces interfaces, c'est les boutiques et c'est les vendeurs. La problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a des clients qui sont habitués maintenant à l'Internet, qui ont des smartphones. On a des produits que l'on peut trouver en ligne auprès de comparateurs de prix et ainsi de suite. Donc on a des clients et des produits qui ont basculé dans le 21e siècle. Par contre, on a des points de vente qui, eux, sont restés ancrés dans le 20e siècle.
On a des boutiques qui ont des stocks limités, qui ont des systèmes d'information limités. On a des vendeurs qui sont également plutôt limités. Vous allez les voir, vous demandez s'ils ont la taille, ils n'ont pas la taille, ils n'ont pas la taille. Voilà, c'est tout, ils ne peuvent rien pour vous. Et ça, c'est bien dommage. Parce que ça crée des tensions et parce qu'on a un déphasage entre les attentes des clients, la réalité de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de distribution en ligne, donc au niveau des produits, et les boutiques et les vendeurs. Alors, je sais bien que c'est compliqué de recruter des vendeurs compétents, de les faire monter en compétences, de leur apprendre de nouvelles choses. Je sais bien que c'est complexe d'arriver à, on va dire, à revoir toute une politique de distribution avec des points de vente. Il n'empêche que, simplement, c'est un état des lieux que je fais. Aujourd'hui, je constate vraiment une dissonance entre, d'un côté, les clients, les produits, et les vendeurs et les magasins. Avec cette urgence qui est de dire il est temps que tout le monde passe au XXIe siècle. Qu'on passe dans un nouveau modèle de retail, un nouveau modèle de distribution. Alors là, je voulais symboliser avec ce triptyque. Qu'est-ce que c'est que l'évolution de la distribution telle qu'on la connaît? Pour moi, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par les magasins connectés, donc faire rentrer l'outil informatique, la digitalisation en fait, de la vente, de l'acte de vente dans chacun des magasins. Ça passe également par des vendeurs augmentés, donc des vendeurs que l'on va doter de capacités nouvelles avec des applications, avec une connectivité permanente. Et ça passe également par des expériences interactives. Ça veut dire qu'on va essayer de transformer, sublimer, transcender l'acte d'achat tel qu'on le connaissait avant. Tout ça étant bien évidemment au service des clients. Pourquoi c'est important ? Parce que le client, comme je vous l'ai expliqué, lui, il a basculé dans le XXIe siècle. Le client, ça fait 20 ans qu'il commande par le Minitel. Ça fait 10 ans qu'il commande en ligne. Le client, maintenant, il est ce qu'on appelle un client savant. Ça veut dire qu'il sait se regrouper au sein de communautés pour discuter des produits, pour discuter de quel produit il doit acheter, à quel prix et quand l'acheter. Le client, il est capable également de se regrouper autant de communautés pour savoir comment est-ce que je peux installer mon armoire, comment est-ce que je peux bricoler mon chauffe-eau, comment est-ce que je peux bricoler mon jardin. Le client, il est également capable d'aller solliciter un avis très pointu. Il vous suffit pour cela d'aller voir sur des forums comme par exemple hardware.fr, qui est pour les spécialistes du hardware, donc des gadgets high-tech. Vous avez notamment des personnes qui disent moi, j'ai acheté un ensemble de home cinéma, par contre, je ne sais pas l'installer. Donc voilà, j'ai pris en photo mon salon, aidez-moi. Où est-ce que je mets le caisson de basse? Où est-ce que je mets les enceintes? Ah voilà, ton caisson de basse, tu le mets là, tes enceintes, tu les mets à 1,50 m de hauteur, tu fais passer les fils ici, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important, pourquoi? Parce qu'on a un client qui est émancipé. Il connaît le prix juste. Il sait se débrouiller tout seul pour, on va dire, installer son produit. Il sait aller chercher de l'aide tout seul. Donc, à partir de là, comment on fait quand on place ce client-là dans l'ancien modèle de distribution, dans des boutiques avec un stock limité, avec un système d'information défaillant où on ne va pas reconnaître sa carte de fidélité, avec des vendeurs qui ne sont pas formés, qui ne sont pas motivés? Là, on a un problème. On a un problème parce que ça ne fonctionne plus. Et ça, ce n'est pas la faute de l'Internet. Ça, quelque part, c'est vraiment la faute du modèle de distribution. Il faut revoir le modèle de distribution. Oui, il a bien fonctionné pendant 50 ans, 60 ans. Maintenant, on est au XXIe siècle. Voilà, il faut passer à autre chose. Il faut penser à faire évoluer ce modèle-là. Bonsoir, je vois qu'on a 2 personnes qui sont là-bas. J'ai 2 sièges ici qui sont extrêmement bien placés. Vous serez en première loge pour voir des incroyables exemples venus du monde entier. Je vous assure, vous allez apprécier. Voilà. Un petit retour très terre-à-terre autour de « il faut passer au modèle de distribution du XXIe siècle, il faut, il y a qu'à, machin, c'est facile à dire quand on a le micro, mais c'est pas lui qui paye, et ainsi de suite ». Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut investir des millions d'euros. J'ai ici 2 exemples tout bêtes de boutiques qui sont vraiment à taille humaine. D'un côté, Woodbrass, qui est en région parisienne, qui vend des instruments de musique. De l'autre, Hawaii Surf, qui vend des snowboards et des skateboards. Ces boutiques sont grandes, par contre, il y a 20-30 personnes qui travaillent dedans, pas plus. Ils ont un point de vente, ils ont un site de vente en ligne, ils ont un blog où ils parlent des produits, ils ont chacun une web TV où ils font la démonstration des produits. Voilà. Avec leurs petits moyens, avec leurs petites ambitions, ils arrivent à réconcilier
les attentes des clients, le fait qu'aujourd'hui tous les produits soient disponibles en ligne avec un point de vente. Ça veut dire que le vendeur qui contribue au blog et qui va faire la démonstration d'une guitare, si vous allez dans la boutique le week-end, eh ben vous allez le trouver. Et vous allez lui dire « Ah, j'ai vu ta vidéo, alors dis-moi comment tu fais avec la guitare, t'en as pas une autre ?» et ainsi de suite. C'est le même. Quand vous vous adressez à un vendeur en disant « Bah voilà, moi je veux tel modèle. Ah, je ne l'ai pas en boutique. Pas de problème, venez avec moi, on va le commander. » Voilà. Donc, en 2 minutes, c'est commandé, il est livré chez vous gratuitement. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'appeler Tesco, il n'y a pas besoin de s'appeler Walmart, de faire des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il suffit simplement d'un petit peu de bonne volonté, il suffit simplement d'expliquer les enjeux de où va le commerce de distribution pour arriver à mobiliser les énergies, les forces de chacun et arriver à avoir un modèle qui soit cohérent comme ces simples boutiques peuvent le proposer. Souvenez-vous du triptyque que je vous ai montré autour du magasin connecté, du vendeur augmenté et des nouvelles expériences d'achat. Je vais vous passer en revue un certain nombre d'exemples et vous allez voir qu'il n'y a rien de neuf dans ce que je vous raconte. Tout ceci existe en fait depuis de nombreuses années. Donc on va commencer par les magasins connectés. Si je vous parle de vitrines et de bornes interactives, forcément je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est normal, c'est parce que c'est des choses qui existent depuis un certain nombre de temps maintenant. Que ça soit dans le commerce de distribution de bébés, de jouets ou on va dire d'habits, de fringues, ou même généralistes, on a des bornes et des vitrines interactives qui ont commencé à faire leur apparition il y a de ça 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour les plus anciens. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'amener le système d'information au cœur du magasin pour pouvoir donner un petit peu plus de possibilités aux clients. On a également des principes de table tactile que l'on retrouve chez certaines enseignes ou que vous avez en démonstration juste derrière vous. Là encore, on ne parle pas de choses extrêmement sophistiquées qui sont développées au MIT par des Américains, ils sont toujours plus intelligents les Américains. Non, on n'a pas besoin de ça. On parle de solutions très pragmatiques qui permettent de transformer quelque part le dialogue de vente et de faire en sorte qu'un client il puisse avoir une expérience un petit peu plus riche autour du magasin, des produits et notamment de la configuration des produits. En l'occurrence, en haut à gauche, Empreinte, c'est une enseigne qui distribue de la lingerie. En haut à droite, Taylor Corner, c'est une enseigne qui distribue des costumes sur mesure. Donc là, l'idée, c'est de se servir de ces outils-là vraiment pour configurer les produits. Toujours dans les magasins connectés, on a également tout un tas d'exemples autour des murs interactifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Tesco en Corée du Sud. Bien évidemment, c'est une idée qui a fait le tour de nos distributeurs ici, et on en retrouve chez Carrefour ou chez Casino. On a également, ça c'est plus intéressant, des exemples de cabines sensorielles, avec notamment, en haut à gauche, Gomus, qui est une chaîne de distribution brésilienne. Alors eux, ce qu'ils font, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent des petites puces dans les étiquettes des vêtements, et quand vous amenez un vêtement en cabine, la cabine va reconnaître ce vêtement grâce à la puce, et il va être en mesure d'augmenter ou de baisser la température. Si c'est un manteau, il la baisse, si c'est un petit top, il l'augmente. Il va être en mesure de changer l'éclairage, avec une lumière plus ou moins chaude, et il va être en mesure de changer la musique également. Donc en fonction du vêtement, il va vous changer le contexte de la cabine d'essayage. Ça, c'est quand même vachement fort. C'est une offre qui existe également aux États-Unis et en Europe. C'est ce qu'ils appellent le Musical Fitting Room, donc avec un principe d'étiquette. On met une puce en fait dans l'étiquette et au niveau de la cabine, on a des capteurs pour pouvoir détecter la puce, donc reconnaître le vêtement, donc appliquer un thème musical particulier. On a également des expérimentations là que j'ai fait avec un collègue en fonction du vêtement que vous allez essayer, on va changer le fond d'écran. Je ne sais pas si vous voyez, là on a un mannequin qui essaye en haut un blouson, en bas un sac de plage. Si vous regardez bien derrière lui, en haut c'est une montagne, en bas c'est une plage. Donc il a un écran devant lui avec une caméra et on va le représenter avec un fond différent en fonction du vêtement qu'il essaye. Voilà. On a parlé des magasins connectés, intéressons-nous maintenant aux vendeurs connectés ou aux vendeurs augmentés. Pourquoi augmentés? Parce que s'il est équipé des bons outils, le vendeur pour moi il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il sait tout de la gamme, il sait tout des produits, il sait tout des caractéristiques, du prix, des disponibilités. Et il est également omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout.
il peut vous commander le produit qui n'est pas en stock, il peut vous configurer le produit dont vous avez besoin. Ça fonctionne en France, chez Sephora, chez Mango. Ça fonctionne également chez Biresco, qui est un distributeur de vélos. Où là, le vendeur est là pour accompagner le client dans la configuration du vélo qui lui convient le mieux. Donc, c'est une interface qui est un petit peu complexe, parce que configurer un vélo, c'est une tâche qui est quand même pas très simple. Par contre, le vendeur est là pour vous accompagner, pour vous conseiller dans le choix du cadre, du guidon, des pneus, des freins, et ainsi de suite. Donc on a ce vendeur qui passe du statut de porte-cintre, voilà, le gars qui amène le cintre du portant jusqu'à la cabine d'essayage, vraiment à celui de conseiller qui va vous accompagner dans toute votre expérience d'achat. On a également tout un tas d'outils de comparaison et de configuration qu'on retrouve dans des points de vente ici en France, par l'autre bout du monde. J'ai parlé de Milonga, donc la boutique d'articles de musique, mais si vous allez dans une concession Citroën, vous allez retrouver également des outils de configuration comme cela, où les vendeurs vont vous faire rêver avec, regardez telle voiture, on change les jantes, on change la couleur, on change l'aménagement intérieur, on change le niveau de finition. Voilà. Il va essayer de vous dérouler l'argumentaire de façon un petit peu plus vivante, de façon un petit peu plus vendeuse surtout. On a également des choses intéressantes que l'on commence à voir apparaître, c'est ce que j'appelle des espaces de socialisation. Donc par opposition aux espaces strictement de vente, donc où on trouve des produits et des caisses, je prends un produit, je l'amène en caisse, on commence à réaménager maintenant différemment l'espace de vente. On le voit notamment dans les Apple Store avec les Genius Bar, donc ce sont des endroits qui sont dédiés à faire rencontrer les clients avec des spécialistes. Donc si vous allez dans un Apple Store, vous allez au Genius Bar, vous avez des conseillers Apple qui sont là pour vous aider pour vos produits. Voilà, je ne sais pas configurer mon ordinateur, mon smartphone ou mon iPod, ok, pas de problème. Vous vous asseyez et il va vous aider dans cette tâche-là. On retrouve également des équivalents chez Walmart aux États-Unis, chez JCPenney, c'est l'équivalent de CEA aux États-Unis. Ils commencent à implanter des corners de marque qui essayent d'avoir une configuration complètement différente de simplement j'implante des portants avec des fringues. Eux, ils essaient d'avoir plus des espaces inspirationnels. Donc où on va, par exemple, là où on vous vend des instruments de cuisine, on va retrouver une cuisine. Là où on vous vend des accessoires pour la maison, on va retrouver une maison avec les différentes pièces. Donc on va essayer d'avoir une scénarisation différente du point de vente. On trouve également, et ça pour moi c'est vraiment le stade ultime de l'émancipation du vendeur, chez certaines enseignes, un rôle du vendeur qui est inversé. Je ne sais pas si vous connaissez Kiehl's, cette marque de cosmétiques. Là-bas, les vendeurs sont des customer representatives. Ça veut dire que ce n'est pas des vendeurs, ils ne travaillent pas pour la marque, ils travaillent pour le client. C'est les représentants du client. Et ça va quand même vachement loin parce que c'est écrit dans leur contrat de travail. C'est-à-dire que dans le contrat de travail des vendeurs, il est dit que leur patron, c'est le client. Ce n'est pas celui qui leur verse le salaire. Et ça, je trouve ça quand même extrêmement fort parce qu'on va très très loin dans « j'essaye de transformer la relation commerciale, le dialogue de vente et l'appréhension que le client peut avoir de mon enseigne au travers d'une interface évidente que sont les vendeurs. » Parce qu'entre le client et l'enseigne, il y a forcément la boutique et le vendeur. Souvenez-vous de mon schéma tout à l'heure. Voilà. Là, j'essaye de transformer ce vendeur, l'image que l'on a du vendeur qui essaye de refourguer impérativement les produits qui se trouvent. Là, c'est complètement différent. Donc, dans les enseignes Kiehl's, vous avez ces customer representatives, donc ces assistants.